Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Michael Novak, alias Zal, et je vous emmène aujourd'hui en voyage à travers mon expérience et mon ressenti du yoga. Cet été 2022, j'ai réalisé un de mes grands rêves d'enfant, c'est-à-dire que depuis toujours, en fait, je voulais partir en Inde pour une raison inexplicable, parce que personne ne m'y a encouragé. Allez, depuis l'époque du lycée, en fait, je veux partir en Inde du Sud plus spécifiquement. Et puis, au cours de ma vie, je me suis découvert une grande passion pour le yoga. Et cet été, j'ai vraiment mis en branle tout ce qu'il fallait depuis plus d'un an, en fait, voire même beaucoup plus, pour enfin pouvoir prendre l'avion. Peu importe qu'on me dise que ce n'était pas le temps, qu'il y avait la pandémie qui pouvait revenir, les billets d'avion incertains, l'augmentation du prix de l'essence. Moi, je voulais rien savoir. En fait, on me disait même, tu sais, tu as réussi à t'installer au Canada, ta carrière, tes papiers, ça commence un petit peu à ressembler peut-être à quelque chose bientôt. Tu devrais attendre. Je leur ai dit, mais ça fait 10, 15 ans que j'attends en fait, parce qu'il y avait mon master à passer, après j'ai déménagé, après autre chose. Et sans dire que je suis vieux, la vie passe quand même, quoi. Donc j'avais vraiment besoin de me nourrir, de réaliser un rêve quelque part. Alors, le risque, quand on veut réaliser un rêve, c'est toujours d'être déçu, parce qu'on projette des choses. Et j'ai passé un accord avec moi-même quand j'ai vu que j'allais le faire, c'est que indépendamment du montant d'argent qui allait m'être demandé, et du sacrifice en termes de temps de vacances, parce que je suis parti en mode sans solde, euh, et ben, ça allait être un temps auquel j'allais m'ouvrir sans avoir d'attente. C'est-à-dire que je pars en Inde en me disant ça va être ce que ça va être et ça va certainement être différent de tout ce que je peux imaginer. Et je vais saisir la balle au bond pour que ce soit merveilleux. Donc je me suis pas dit ça va être comme ça, il faut que ce soit comme ça. Je me suis dit bah tu vas y aller et puis ça va être bien, voilà. Donc après, tout en sachant que je suis pas naïf non plus, pour le coup j'ai déjà voyagé et que il va y avoir des choses qui vont être plus difficiles que d'autres. Je sais que l'Inde, ben oui, c'est très peuplé, c'est surpeuplé, c'est très surpeuplé, que le climat peut être très extrême, en humide, en sec, en aridité, voilà, que on peut se sentir un peu submergé, qu'il y a beaucoup de pauvreté, qu'il y a de la saleté. Bon, tout ça, je le sais. Je le sais, j'ai même étudié l'Inde pendant un an en spé, histoire géo, en prépa, donc voilà, je sais. Mais moi, je voulais vivre mon expérience et mon rêve, et sans forcément me dire que j'allais être en adéquation avec tout ce qui existe et toutes les personnes en Inde. Je savais que dans la culture indienne et dans les paysages indiens, il y avait des choses qui me parlaient et qui étaient pour moi et qui m'attendaient et que c'était un rendez-vous. Donc j'ai décidé d'y aller, voilà. Tout en me disant un peu déçu que quelque part on n'est plus à l'époque où on est un brave aventurier, Indiana Jones, qui va dans des endroits inexplorés. Il y a des millions de touristes qui parcourent le monde et l'Inde chaque année, en famille, avec des enfants, des femmes seules, des randonneurs, des aspirants yogis. Donc ça n'a plus rien non plus d'unique. Mais ce qui en fait quelque chose d'unique, c'est les raisons pour lesquelles on le fait pour soi et qu'est-ce qu'on en retire. Donc voilà, en tant qu'observateur humble, voilà, je m'y suis rendu. Donc j'ai été dans un stage de yoga qui n'était pas une retraite, mais qui était, je précise, un, comment dire, yoga teacher training, donc un stage professoral en tant que futur enseignant du yoga. Même si moi, je me vois toujours, enfin, je pense qu'on est toujours des étudiants éternels et que pour apprendre aux autres, il faut soi-même pratiquer, étudier, être dans une dynamique où on se découvre tout le temps et où on échoue et on s'améliore. Et bref, donc c'était un stage d'enseignement parce que déjà je suis un enseignant hein, dans la vie, mais parce que je veux pouvoir l'enseigner, parce que je pense aussi que enseigner, c'est apprendre deux fois, à minima. On décortique beaucoup. Et parce que de base, moi j'y allais à la fois donc pour être enseignant, mais pour me perfectionner aussi. Et pourquoi est-ce que je le faisais en Inde et pourquoi est-ce que je le faisais pas à Montréal ou en France ou voilà? Parce que au niveau du cœur, moi il y a le côté j'ai besoin de voyager, d'ouvrir mes horizons, d'être dans une forme d'authenticité que je vois pas comme un folklore. Genre on va aller
J'en sais rien, moi, faire du flamenco en Argentine parce que c'est plus exotique que de le faire à la maison dans un club, non, c'est pas ça. C'est de me dire juste, vraiment, au niveau historique, culturel, géographique, gastronomique, linguistique, bah, j'avais envie d'aller dans le contexte. Parce que pour moi, quand on apprend quelque chose, un art, c'est vivant, ça passe par une personne, par sa manière de le transmettre. Il y a ce qui est dit, le savoir, la technicité, et il y a le non-dit, ce qui est imprégné. Et pour moi, quand on va dans un endroit, on sort de son cadre et on est ouvert en fait à toutes ces choses dont on va s'imbiber. Donc il y avait tout ça. C'était aussi pour moi, bah, même s'il n'y avait pas d'attente, je voulais que ce soit comme ça. Il y a une idée que c'était un rendez-vous d'âme. J'ai le sentiment d'avoir un lien au monde indien que je ne peux pas trop expliquer. Et sans vouloir revivre quelque chose, retrouver quelque chose, je me disais, j'ai juste envie de me dire que j'ai connu ça, tout simplement, maintenant. Donc voilà. Donc pour moi, il n'y avait pas trop d'indécision, mais si je dois chercher des raisons rationnelles, c'était juste de me dire: «J'ai pas envie de travailler, un week-end sur 2 et de me traîner ça toute l'année avec l'usure du travail et des tâches domestiques et ça n'en finit plus et on n'a pas le temps de pratiquer et on s'en veut, on culpabilise, on se sent pas bon». Là, il y a un cadre où ça va être intense, ça va être court, enfin avaler la dragée, bien épaisse dans la gorge là, mais on sait pourquoi on est là pour ça, il n'y a pas de parasites. C'est un temps qui est dédié. On a fait beaucoup de place en amont et en aval pour que ce temps de un mois et quelques puisse être dédié. Et donc, ben, on va respirer, dormir, penser, intégrer à travers les expériences qui sont liées à cette culture, à ce lieu, à cet enseignement et au yoga. Bon, vous avez compris que pour moi, le yoga, c'est pas juste un sport, c'est pas juste du stretching, c'est pas juste pour diminuer son stress. Non, ça c'est juste un bienfait qui est fort, mais qui, puisque le stress c'est le mal du siècle, mais qui est un bienfait subalterne en fait, parce que le yoga c'est vraiment une voie. Donc c'est pas juste prendre des postures, chanter, non, un état d'être. On appelle ça l'union en fait. Ça veut dire ça le yoga, c'est l'union. Et l'union, elle naît à partir du moment où on a une posture bah, anatomique qui favorise la circulation des liquides physiologiques, de l'air, mais aussi de l'énergie, des émotions, de l'esprit, en conscience, donc avec une intention, et qui est donc unie avec un tempo basé sur le souffle et avec un point d'ancrage qui est basé sur le regard, qui canalise l'esprit. Donc en fait, on atteint le yoga quand on a l'immobilité de l'esprit et qu'on est pleinement. Donc c'est une forme d'état qui va au-delà de la concentration, qu'on appelle ici la méditation, et on atteint vraiment un état méditatif. Et puis c'est une sorte d'absolu, de quête, hein, finalement, un style de vie, mais qui tend vers une quête, sans vouloir être parfait, sans vouloir être végétarien, se lever tôt, enfin même s'il peut y avoir de ça dans le chemin, c'est pas ça ça c'est des formes extérieures, c'est plutôt une forme de posture où on se demande pour soi maintenant, par rapport à ce qu'on est vraiment au fond, qu'est-ce qui est bien pour nous et est-ce qu'on agit en accordance avec ça? Est-ce qu'on a la discipline quelque part de se donner, de s'offrir ce vers quoi on veut aller, tout simplement, pour atteindre in fine une forme de libération. Bref, je suis pas là pour donner un cours sur le yoga, mais bon, je donne quand même un peu ma vision des choses. Donc il y a quand même une dimension un peu philosophique, au moins si on parle d'un point de vue très lettré, mais il y a une dimension un peu sacrée, sans vouloir être dans comment dire, dans une forme de rigidité, d'absolu, mais il y a une forme de sacré dans le côté on est imparfait, on fait comme on peut au jour le jour, il n'y a pas de dogme, parce qu'on est chacun différent justement, et pour aller vers sa différence, ben, on va quand même devoir aller vers un apprentissage. Voilà. Donc pour cet apprentissage-là, pour moi, c'est très important la relation maître-disciple, dans le sens que c'est très noble en fait, une personne qui dédie tout son être, tout son savoir, et tout ce qu'elle a de meilleur, toute sa connaissance, elle le transmet, mais pas juste au format écrit ou vidéo. Là, il y a un côté, c'est un savoir un peu mort et indirect, qui a la forme de la connaissance, mais qui est dépourvu de tout ce qu'il y a à l'intérieur en fait, quoi. Et moi, je voulais vraiment avoir un lien en fait avec la personne que je choisis autant que l'enseignement.
Donc j'ai choisi un endroit avec une forme d'intuition parce qu'on peut jamais trop savoir tant qu'on n'a pas été non plus, hein. Et donc moi je voulais aller au sud de l'Inde. Je suis pro Ashtanga, donc l'Ashtanga c'est un yoga très tonique, très dans le mouvement. On dit que c'est le yoga, le Raja Yoga, donc le yoga royal, le yoga du guerrier. Donc c'est un yoga qui est assez exigeant. C'est une forme de séquence répétée qui est toujours un peu la même. On peut avoir des variations, mais on a toujours une forme de répétition. Et dans cette cyclicité, on se voit évoluer au jour le jour en fonction de notre fatigue, de notre énergie, de nos pensées. Voilà. Et finalement, c'est jamais la même chose. C'est le, c'est l'état d'esprit. Et donc, la capitale un peu de naissance de ce yoga-là, c'est Mysore, Mysuru, en langue plus correcte. Et c'est dans l'état du Karnataka, donc vraiment dans le sud de l'Inde, mais plus dans, pas sur la côte, hein, dans le centre. C'est un peu un côté plateau, montagneux, quoi. Très frais, très pluvieux, surtout quand on y va l'été. Et ce n'était pas pour me déplaire, parce que finalement, en tant qu'ex-Guyanais, moi je suis habitué aux climats un peu tropicaux et humides. Et là, pour le coup, j'ai eu une bonne surprise, c'est qu'on m'avait décrit des situations de stage étouffantes à 35 degrés, avec le cagnard, enfin voilà. Et là, ben, nous, franchement, on avait des températures entre 20 et c'est monté à 30, mais entre 20 et 28, donc plutôt 25, on va dire, la plupart du temps, et assez frais, avec un temps mitigé, un peu gris, parfois du soleil, mais du coup un peu tempéré, qui apportait quand même un soutien, parce qu'on est quand même très éprouvé en termes physiques, en termes moral, émotionnels, on apprend beaucoup de choses. Faut pas que ce soit en plus la mort, tout simplement, l'aridité. Là, clairement, le réchauffement climatique devient tangible en France, au Canada, en Australie. On a des incendies, des inondations, des sécheresses, enfin bref, des extrêmes, quoi. Et bon, j'avais un peu peur et finalement, je suis bien tombé. Parce que ben, c'est pas la saison touristique, donc il n'y a pas beaucoup de gens, il fait frais, voilà, donc pour eux c'est la mauvaise saison, mais pour moi c'était la bonne saison. Donc vous voyez, il faut pas écouter les on-dit, on trouve sa place dans la vie, quoi. Et bref, tout ça pour dire que du coup, mon expérience là-bas, je suis allé à Samyak Yoga. Donc Samyak, ça veut dire la perfection quelque part, c'est un acronyme, hein, il y a toute une phrase en sanskrit qu'ils ont créé. Et donc mon prof c'était Rakesh Shivarama et puis Nagendra. Et là-bas, ben, on est super bien parce que moi, mon expérience, c'est que je suis arrivé par avion 48 heures quasiment, hein, parce que du Canada, il faut transiter par Paris, de Paris, il faut aller au Moyen-Orient, du Moyen-Orient, il faut aller en Inde, enfin, c'est une horreur intégrale, dans un contexte où en plus il manquait d'effectifs dans les aéroports, les vols étaient annulés. Franchement, on a des gens qui sont pas arrivés ou qui sont arrivés à 48 heures de retard. Moi, j'ai eu mon avion, mais à 15 secondes, hein, j'ai couru dans les parce qu'on est parti avec 3 heures de retard de Montréal. Je devais changer obligatoirement d'aéroport à Paris. Donc j'avais 5 heures à la base, mais là j'en avais plus que 2. J'ai couru sur la tête des gens dans le RER qui s'arrêtait à chaque station pendant 2 minutes. On ne sait pas pourquoi. Et je suis arrivé à, genre 20 ou 30 minutes avant le décollage. Donc pour moi c'était foutu, mais une part de moi se disait tu as été jusque-là, tu peux pas t'arrêter, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Euh, Peut-être qu'on va te claquer la porte au nez, que tu vas te sentir minable et que tu vas te dire que tu aurais mieux fait d'aller prendre une glace au bord de la Seine par dépit, quoi. Mais pour te sauver au moins l'humiliation, la fatigue, l'épuisement, quoi. Mais j'avais un appel inextricable de me dire tu n'as pas le droit de t'arrêter, tout ce que tu as fait concourt à ce que tu sois là, tu dois croire en ta chance, allez, vas-y. J'ai même croisé une dame qui faisait du yoga dans le métro qui m'a dit calmez-vous, vous devez y croire, savourez cet instant, levez la tête, soyez digne quand vous courez vers votre victoire, vers le guichet. Enfin, bref, grand délire, et vraiment grand délire. Surtout que de base, on avait annulé mon vol vers l'Inde sans me prévenir, et que j'ai dû payer un surcoût de 600 € pour trouver un autre vol dans les mêmes dates. Enfin, voilà. Et finalement, je suis arrivé, il y avait une hôtesse qui était sur le point de partir, qui m'a regardé un peu de haut en bas et qui m'a dit vous avez une valise? J'ai fait non, j'ai juste mon sac avec moi. Je voyage léger. Elle m'a fait bon, je vais appeler l'équipe en talkie-walkie. Je vous enregistre là maintenant. J'espère que vous avez tout, hein. Vous avez votre truc vaccin. J'ai dû me faire vacciner exprès pour ça. Merci. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais grosse révolte du viol, voilà. Et pour mon projet d'âme qui est plus important, que si je dois mourir d'un AVC, c'est ok parce qu'il faut que j'aille en Inde, hein, c'est vraiment un appel, quoi. Et, et du coup, bah, elle me dit, écoutez, courez. Courez, mais limite, courez, genre,
Courez pour votre vie, ne vous retournez pas, ne vous arrêtez pas quoi qu'il arrive, poussez les gens, courez quoi. Et donc je cours à la sécurité et franchement il y avait une queue comme ça, à l'infini. Vraiment c'était blindé quoi. Et bah franchement j'ai été prendre une petite gendarmette par la manche et faire s'il vous plaît, il y a mon avion qui décolle maintenant, est-ce que je peux passer? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ma pauvre âme en détresse quoi? Et puis elle m'a fait passer. Enfin, j'ai attendu 3 minutes et demie quoi, derrière 4 personnes, comme si j'étais en mode première classe, priorité business, voilà. Bizarrement, on m'a pas trop embêté. D'habitude, on m'embête toujours parce que j'ai des flacons d'huile essentielle ou je sais pas quoi de bizarre dans ma valise. Là, on m'a fait passer comme ça. Et j'ai couru et je suis arrivé, je suis passé limite à l'embarquement. On a fermé la porte derrière moi, quoi. Voilà. Bon, j'exagère à peine, il y a eu peut-être 5 minutes de flottement, mais c'était vraiment, vraiment pas grand-chose quand on pense que j'avais déjà mis quasiment 24 heures pour venir. Donc voilà. Donc après, je vais pas m'étendre sur le trajet, ça s'est bien passé, mais je suis arrivé défoncé de fatigue et de stress, du coup, par 2 vols transcontinentaux, 2 correspondances, des nuits passées, on sait pas trop comment, le corps sait plus trop si on est le jour, la nuit, lundi, mais vendredi, enfin. Mais bizarrement, avec une forme de sérénité, de se dire je suis arrivé, je l'ai fait, tout va bien, je m'en fous. Tout peut arriver maintenant, la fin du monde, la Russie peut bombarder le monde entier, c'est pas grave, je suis arrivé où je devais être, et puis voilà. Bon, quand même en me disant ce serait dommage de pas arriver vraiment au ashram maintenant que t'es là, quoi. Donc j'arrive dans une mégapole de 8-10 millions d'habitants, même plus, je sais pas, Bangalore, qu'on appelle Microsoft City, pour vous dire, qui est une des villes les plus riches d'Inde quand même, mais qui est un truc tentaculaire sur des dizaines de bornes, que ce soit moderne ou bidonville, mais à perte de vue, du béton, des gens, des voitures qui font des zigzags comme ça. Et franchement, j'en menais pas large, parce qu'il y avait un côté, je suis épuisé, mes réserves sont en batterie rouge clignotante, et là, il faut que j'arrive à atteindre l'hôtel. Je comprends rien, je veux pas prendre un taxi qui coûte une fortune. J'ai réussi à prendre un bus local, on sait pas comment, pour rien du tout. On m'a déposé au milieu de nulle part, j'ai pris un tuk-tuk qui a fait du porte-à-porte. Bref, j'étais guidé. Je suis arrivé à mon hôtel et j'ai passé les 24 heures suivantes à cuver mes émotions, ma fatigue, et juste à essayer d'explorer un peu les environs, avec comme pour mission de me trouver de l'eau potable, de la nourriture, un chargeur de téléphone parce que mon chargeur international ne marche pas en Inde, il faut le savoir. Parfois, ça marche pas partout, même quand ils disent que oui. Et aussi un tapis de yoga, parce que rappelez-vous, j'ai pu voyager que parce que je n'ai pas pris de valise. Et pour ne pas prendre de valise, ben, je n'ai pas pris de tapis de yoga. Donc il fallait que j'en achète un sur place. Que au début, je voulais donner au ashram, mais que finalement, j'ai rapporté avec moi parce que j'avais une valise incluse au retour. Donc voilà, vous êtes content de le savoir. Bon, c'est quand même mon tapis qui m'a abrité dans mes larmes et mes sourires pendant un mois en continu. Donc, bon, voilà. Et donc, du coup, bah, le ashram, je suis arrivé parmi les premiers. Et je vous dis, certains n'arrivaient pas. Ils sont arrivés un jour ou deux après. On avait le suspense parce qu'on avait un groupe WhatsApp, genre, oui, je suis coincé à Berlin, mais je m'accroche. On essaie de trouver une solution. Enfin, c'était un peu ça l'ambiance, quoi. Donc, moi, dès que je suis arrivé, j'étais en mode super bien. On était 4-5. C'était un endroit qui est à 20 minutes en voiture de Mysore. On était sur le bras de la rivière Kaveri, qu'on écrit Koveri, mais Kaveri en dialecte local. Franchement, sur le coup, j'ai pas eu le temps de découvrir toute l'histoire locale, mais après, je me suis éclaté à voir que c'était vraiment une ville majeure dans tout le sud de l'Inde, Mysore, que ça a comme présidé un peu sous forme d'empire, un peu tout le sud de l'Inde, que les Français et les Anglais se sont affrontés là-bas, que les Anglais étaient des gros tarés d'ailleurs. Enfin voilà, mais en tout cas, l'endroit était comme un havre de paix, avec des arbres, une petite rivière, il y avait une allée de cocotiers tellement majestueuse, en perspective toute droite, là comme ça. Il devait avoir au moins 100 ans ces arbres, j'en sais rien, mais magnifique. En même temps, on était dans une petite ferme qui faisait des papayes bio qu'on mangeait au petit déjeuner, c'était juste merveilleux. Il y avait des bâtiments avec une école pour filles sous forme un peu monastique, qui était pas très habité l'été, mais j'aimais bien le côté qu'il y avait de la vie dans cet endroit. C'était pas juste un lieu de stage pour touristes. Il y avait un côté, ben, même quand vous n'êtes pas là, nous on travaille, hein, on fait nos champs,
On a nos filles à éduquer et puis à 10 mètres en face du ashram et du Gurukulam du coup, on avait, une petite famille qui faisait une exploitation de canne à sucre. Parce que en gros là-bas, on plante beaucoup des cannes à sucre parce qu'ils ont des firmes qui les transforment, donc il y a pas mal de champs et ça il y avait toujours cette odeur un peu flottante de mélasse que j'avais du mal à identifier au début et on a même été les voir faire, dans leur petite, baraque boui-boui, hein, mais c'était intéressant et voilà et bon bref, moi j'ai beaucoup aimé ce lien à un territoire, à la terre. On est quelque part, on n'est pas juste dans un resort, sur une plage, dans un gymnase, à Montréal à faire une formation un peu désincarnée dans un endroit qu'on a loué. Non, il y avait vraiment un lieu, c'est un lieu qui est où il habite pas en permanence non plus, il a sa maison ailleurs avec ses filles, mais des fois ils y habitent, les profs y habitent quand même. Mais des fois il y avait les petites filles qui venaient, enfin voilà. Et puis c'est un endroit où les gens viennent quand même avec une forme d'engagement. Parce que quand on vient pour un mois comme ça, il y a un côté sacerdoce. On sait que ça va être coupé de la famille, coupé du monde, dédié en intensité. Il y a quand même un côté, on est comme un clan, hein, sur le coup, on va se soutenir ensemble dans cette aventure et on va devenir, même si on ne se connaît pas, des références les uns pour les autres. Et on va se masser et on va manger ensemble le matin et le soir. Et on va se donner des conseils et on va se corriger et on va devenir un peu des maîtres les uns pour les autres parce que chacun comprend différemment, a une vision différente, voilà. Et c'est un peu ça le Gurukulam dans le système éducatif ancestral, c'est que on va habiter sur le même lieu avec les gens avec qui on apprend. Et c'est pas juste un internat parce que les profs sont là aussi et on apprend parce qu'on a des cours techniques d'anatomie, de pratique, d'enseignement sous forme de clinique, asana clinique. Mais on apprend aussi par notre éthique, par la manière dont on se côtoie, par la manière dont on a la discipline. Parce que bah, les chambres, autant vous dire que c'est pas du grand luxe. Et malgré tout, j'ai fait des hôtels plus luxueux en Inde et je peux vous garantir que je la trouvais luxueuse quand je suis parti de là. Parce qu'il y a un côté, on se sent chez soi. Mais c'est quand même rustique dans le sens où la douche, elle coule froid pendant longtemps. Des fois, il y a les toilettes qui fuient à moitié. Il faut faire son linge à la main parce que bah, il y a la machine à laver, mais bon, il n'y en a qu'une seule, elle est payante. Enfin voilà. Il faut guetter les jours de beau temps pour étendre son linge, et puis on se bat pour les pinces à linge. Il y a un côté très chambre étudiante un petit peu. Et puis on a un lit qui est grand, mais qui est un peu planche parce qu'ils font beaucoup les lits en mode semi en bois en Inde. Donc bref, il y a un côté très rustique comme ça. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, hein, je me plains pas de ça et franchement mon lit me paraissait très, 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 très désiré et confortable quand j'avais la chance de me poser dessus. J'étais: «Ah il est tellement ferme et soutenant, je me sens bien, je pourrais rester là toute la journée, mais je sais que j'ai qu'une heure, mais voilà». Et puis bon, il y a le côté aussi nourriture. On a la chance d'avoir une femme de ménage une fois par semaine à peu près, même si on doit ranger quand même, hein, mais on a des cuisiniers qui nous font les petits déj à heure fixe, voilà, les déjeuners, les dîners et c'est équilibré, c'est varié. Alors des fois, ils achètent des trucs un peu semi-faits, de temps en temps. De temps en temps, par compassion, pour nous acheter notre courage, les 10 derniers jours, on a eu le droit à une boule de glace ou à un carreau de chocolat qu'on a pris, mais comme une fontaine d'extase venue du nirvana, parce que c'était on a un carreau de chocolat. Et juste avant ça, on a vu un cours de philosophie sur les tentations matérielles, entre guillemets, genre pourquoi vous voulez avoir un petit carreau de chocolat de qualité médiocre quand vous pourriez avoir un bonheur absolu et ininterrompu de chocolat dans Samadhi, entre guillemets, et juste après on nous file le carreau de chocolat, et nous comme des petits vicieux on est là, oui, mon petit chocolat, limité, de qualité médiocre, mais c'est mon chocolat. Bon bref, vous comprenez qu'il y a un côté très ludique, très enfantin, tout en étant sérieux dans cette expérience-là, et que même si on est poussé loin dans ses limites, il y a un côté qui apporte beaucoup de joie. Et même si c'était dur et que des fois j'étais à la peine, je me sentais quand même en paix, et je me sentais entouré, et c'est pas quelque chose qui est exclu de ma vie, mais je veux dire, cette année, j'ai eu une vie très profane où il fallait faire des papiers d'immigration, où en plus ils faisaient pas leur boulot, donc j'en suis, où je bossais tout le temps, où j'étudiais, où j'en voyais pas le bout, où j'avais pas de vie sociale. Et là, il y avait une forme bah, d'intensité et d'âpreté, mais en même temps, il y avait un côté très chaleureux, très humain, très tu es là pour toi, tu te connectes aux gens, enfin, il y a quand même du bonheur aussi dans cette expérience-là.
Et moi qui ai déjà fait des formations, de massothérapie justement, où je suis là les week-ends et oui, on apprend à connaître les gens, mais là, on apprend vraiment à les connaître personnellement. On peut pas faire semblant, hein, parce que quand on arrive à 5 heures du matin avec la gueule comme ça et que des fois on est bloqué en mode: «Ah, je peux plus bouger l'épaule, il faut que quelqu'un m'aide», on est obligé de s'ouvrir à l'autre, d'être vulnérable et de développer des liens. Donc on apprend aussi à passer outre ce qu'on n'aime pas chez l'autre et puis, à être vraiment soi-même. Donc il y a un côté, c'est une expérience intégrative. C'est pas juste, un stage. Il y a un côté comme ça, j'avais fait ça aussi en Thaïlande, où on se voyait tous les jours, mais on ne dormait pas dans le même endroit, on vivait pas ensemble et c'était que pour 2 semaines. Là, sur 4 semaines, 5 semaines, où en plus on a eu l'occasion de voyager au Kerala en bus pendant 10 heures, c'était prévu 6, et on s'est pris la mousson de manière ininterrompue. Et à la base, on devait partir apprendre dans un hôtel de luxe, mais gratos. On devait être en partenariat avec un centre qui fait de l'énergétique, apprendre sur les chakras, mais qu'en fait c'était des gourous zombies de l'apocalypse, tarés, où on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Et le prof était là, je suis désolé qu'on soit là. Vous voyez, on a quand même vécu des choses ensemble qu'on peut pas oublier, jamais. Donc il y a un côté, c'était un mois, mais ça aurait pu être un an, vous voyez, c'est fort. Et puis, je sais pas trop quoi vous dire parce que j'ai pas envie de vous saouler, avec ma subjectivité non plus, mais on est amené quand même à se dépasser vraiment. On est amené à voir les choses différemment. Moi, je me suis rendu compte que même si je venais le cœur ouvert, sans attente, en me disant que j'enseigne un jour ou pas, c'était pour moi, que je me mettais pas la pression, que j'allais forcément progresser, évoluer, ben, j'ai été challengé physiquement, mais le plus dur, c'était là. C'était, de me dire: «La première semaine, j'ai plus de force. J'ai dépéri d'heure en heure. Je ne vais pas y arriver. Je sais pas quoi faire. Même si je me force à y aller, je veux pas y aller. Je vais pleurer, je vais m'effondrer, je vais même pas avoir la force de rentrer chez moi, je vais mourir ici». Il y avait un côté un peu comme ça, mais c'est pas ça qui était le plus dur. C'est que dans cette usure-là, on se confronte à l'autre et donc on peut pas être au meilleur qu'on voudrait, tout le temps. Et je me suis rendu compte que même si je voulais pas être en compétition, je suis par essence en compétition parce que je veux être le meilleur tout le temps. Même si j'avais pas ce regard de juger l'autre, il est moins bien que moi, il est mieux que moi, je me rendais compte inconsciemment au fil du temps que c'était dur pour moi parce que je me comparais à ce que pouvait faire mon voisin. Et même si je le regardais pas, il y avait des moments où je me rendais compte que, ah bah moi, rien que psychologiquement, avoir la tête en bas, le pont, c'est très dur. Même musculairement, j'ai des blocages. Et l'autre, qui a 19 ans, elle faisait la roue, le pont inversé, grand écart. Et il y a une part de moi qui était en colère de me dire, je suis nul, j'arrive pas à faire ça, j'y arriverai jamais. Et en fait, j'avais un filtre, je me rendais pas compte que j'étais pas le seul à avoir des courbatures sur des courbatures sur des courbatures, à avoir les ligaments qui chauffent, à avoir des spasmes des fois le matin et à être de mauvaise humeur parfois aussi. Je voyais que ceux qui avaient des facilités dans le domaine où ils étaient les meilleurs. Et donc je voyais pas que eux des fois aussi, en philosophie, c'était largué. Des fois, il y en a qui se tapaient des crises existentielles parce qu'on avait remis en cause leur suprématie en tant qu'être incarné. On dit mais finalement vous êtes rien quand vous allez mourir, pouf, la bulle elle éclate quoi. Et moi j'étais là, oui, normal quoi. Mais pour moi c'était un acquis, mais pour d'autres c'était la grosse crise. Mais moi tout ce que je voyais c'est que eux, d'un point de vue physique, par moment, ils me, ils me surpassaient totalement. Et ils faisaient aucun effort, là où moi, juste pour essayer, j'étais en train de trembler et je serrais les dents et j'essayais de respirer dans cet espace-là en faisant il faut que tu endures, que tu arrives à trouver une forme de paix dans cette horreur, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui était dur, c'est que j'étais mon bourreau, en fait. Je regardais les autres et je devais me sentir à leur hauteur, là où ils avaient des facilités. Donc c'était pas possible. Et avec le temps, j'ai fini par essayer d'être plus doux avec moi-même et de me dire, bah là maintenant, t'as été brave, t'arrives à un stade où tu peux être plus doux parce que sinon tu vas te blesser et, euh, et tu vas plus prendre de plaisir non plus. Et regarde en fait tout ce que tu as déjà acquis, mais sans t'en apercevoir pendant que tu cravachais. C'était pas là où tu mettais ton attention, ça s'est fait tout seul, en facilité. Et en plus, tu as pris du plaisir là pour le coup. Et je me suis rendu compte que j'ai dépassé certaines choses. Par exemple, être la tête en bas, c'était dur. L'arbre droit, il m'a fallu 3 mois de coaching pour espérer, avec un coach personnel, développer les muscles et surpasser ma peur de tomber, de me casser le dos et la nuque. En gros, c'était la peur de me détruire en fait, mais de survivre à ça. Et là, je me suis rendu compte que être sur les coudes comme ça, et la tête, et faire le trépied,
bah, maintenant j'arrive à le faire. J'avais toujours le mur, mais je l'utilisais pas. Je le touchais une fois de temps en temps pour dire: «Il est là», mais en fait je le touchais pas, j'étais tout droit. Ce qui pour moi était de l'ordre de la magie, hein. Il y en a qui le font facilement, je sais, mais qui montent tout seul, sans aide, sans élan, au ralenti et qui descendent au ralenti, mais moi juste le fait de tenir dans cet état-là, c'était une terreur. Je me disais: «Je vais me tordre la colonne vertébrale et je vais finir handicapé». C'était ce que je me disais et bref, on dépasse des choses comme ça, et puis on se rend compte que c'est un acquis. Voilà et ça m'a permis aussi de voir que d'autres personnes, elles aussi avaient des problématiques physiques. Il y en avait qui étaient moins souples, moins endurants, moins forts que moi, mais j'étais même pas capable de le voir au début. Parce que j'avais cette exigence suprême, mais même pas vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi. Et du coup, je ne voyais même pas les difficultés des autres. Je voyais que mes difficultés à moi par rapport, à leur facilité. C'est tout ce que je voyais. Et sans le vouloir, hein, je précise, j'étais pas en train de me comparer, mais ça se faisait tout seul en fait. Donc là, ça m'a appris une forme de modestie et d'humilité et dans cet espace-là, j'ai pu apprendre à me valoriser pour ce qui était là, en fait, quoi. Et notamment, j'ai pu me rendre compte qu'en pranayama, en philosophie, j'étais bien en avance. Pour ceux qui ne savent pas, le pranayama, c'est le souffle. J'ai pu me rendre compte que j'avais une rétention, une endurance, que je savais entendre mon cœur, que j'avais déjà des connaissances théoriques depuis très longtemps et de la pratique. Alors que pour moi, je suis débutant, je serai toujours débutant, mais que par rapport à d'autres dans le stage, ben, eux, c'était vraiment là qu'ils étaient en endurance et en difficulté. Après, il y a eu des moments inattendus aussi qui faisaient pas partie du décor pour moi, genre les kirtans, chanter ensemble. Au début, c'était un gros blocage, j'avais un peu travaillé dessus à Montréal, j'en avais fait deux, trois, mais là, c'est vraiment devenu de l'acquis. J'ai pu avoir le plaisir de me dire, là, je prends juste plaisir pas à me dire que je fais de l'énergétique, que je reçois un soin, que je travaille mes émotions, que j'apprends à m'affirmer, mais juste que je m'en fous de pas savoir chanter ou voilà, mais je prends plaisir à entendre ma voix se poser et résonner avec les autres et à ce qu'on soit juste là ensemble. Et ça, c'était un grand bonheur, quoi. Donc voilà. Alors clairement, j'ai pas été exhaustif dans cette vidéo, je vous ai pas tout raconté. Peut-être que je referai des points plus précis sur comment faire certains kriyas, certaines méditations, certains exercices. Mais ça, c'était du technique et plus du spécifique. Je voulais juste dégager l'ambiance de ce que j'ai ressenti, de ce que ça m'a apporté. Et c'est vrai que ça m'a travaillé fort en termes de relationnel aussi, en termes d'amitié, en termes d'apprendre à profiter de l'instant avec des gens que peut-être euh, tu vas pas avoir plus tard dans ta vie parce que ça va pas devenir tes meilleurs amis, mais quand même d'apprécier la valeur unique qu'a eu ce moment-là dans ta vie. Et puis ce lien qui, même s'il est invisible et pas forcément nourri par la présence au quotidien, existe toujours par la fraternité, qu'on a partagé quelque chose qu'on a été au bout de quelque chose ensemble et qu'on est lié par la lignée en fait du savoir et de l'apprentissage qui pour moi est un très bel aspect, très poétique pas du tout hiérarchique mais vraiment poétique et humain dans le parampara, donc c'est la transmission de maître à élève et puis la fraternité entre élèves, du fait qu'on se soutient comme un collectif, dans le fait qu'on fait vibrer de manière vivante et résonner le yoga. Et ce yoga-là, cet enseignement-là, dans son énergie, à travers tous les maîtres qu'il y a eu avant et tous ceux qu'il y aura après, et qu'on porte ça ensemble de manière organique. Et du coup, on n'est pas tout seul face à une encyclopédie et notre faible maîtrise. On est vraiment déculpabilisé de dire j'en suis où j'en suis, j'ai pas besoin de contribuer comme quelqu'un qui doit maîtriser et porter les piliers du toit de la maison, mais juste parce que j'existe et j'ai ma sensibilité, j'apporte déjà quelque chose à cet ensemble-là qui me précède et qui me survivra, mais je lui apporte par résonance quelque chose de plus. Je pense qu'il y aurait d'autres choses à dire sur la ville, sur les gens, sur ce que j'ai appris, sur les pratiques, sur les enseignants, mais c'était juste quelque chose de très beau. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, que je voulais partager, et ne serait-ce que le fait je sais pas, même la cérémonie d'ouverture, de remise des diplômes, le fait de vraiment chanter les mantras à chaque fois, le fait qu'on ait eu ces mantras de fleurs qu'on a fait nous-mêmes ensemble pour la cérémonie de clôture, que des filles soient allées s'acheter les soieries parce qu'elles voulaient se faire belles et voilà, et qu'on ait pris des photos ensemble, il y avait un côté, je sais pas, c'était un voyage, mais même si on n'a pas forcément pendant ce temps-là visité le pays, on a eu la gastronomie, on a eu les rires, on a eu des déconvenus, enfin on a vraiment vécu là en fait quoi.
Donc, pour moi, c'était pas juste un stage de yoga, c'était pas non plus j'ai pas non plus découvert j'ai pas vu la Vierge, hein, j'ai pas découvert le sens à ma vie. J'avais déjà découvert le sens à ma vie avant, je m'aimais déjà avant, je savais des choses avant, mais ça m'a apporté une strate d'accomplissement, en fait, par rapport à ce rêve que j'avais de venir là, et c'est un rêve que j'ai vécu sans attache. Je l'ai vécu en me disant: «J'en ai pas besoin», mais c'est une saveur que je m'offre, en fait, et je pense que ça va transpirer même subtilement à travers ce que je vais pouvoir vous offrir et vivre par la suite, et qui sait, c'est peut-être même parce que je me sens quelque part complet d'avoir renoué avec cette énergie de l'Inde, voilà, que je me sens enfin prêt à me dire: «Même si tu ne te sens toujours pas maître, que tu apprendras toujours dans toutes les disciplines, chamaniques, linguistiques, pour les langues anciennes, yogiques, astrologiques», ben, finalement, tu as déjà beaucoup d'expérience à partager. C'est ce que j'ai l'impression d'avoir ressenti, c'est de me dire: «Même si tu n'es pas le meilleur, le plus, le ci, le ça, tu as déjà un vécu très riche à partager et ça te fait plaisir de le partager». Donc je vais rester sur cet esprit-là et je vous dis à très bientôt sur Alchemia. N'hésitez pas à mettre un petit pouce s'il vous plaît pour montrer votre amour, et puis peut-être même à vous abonner parce que je suis sur une lancée où j'ai envie de partager plus, donc encouragez-moi. Ne manquez pas les contenus, il paraît qu'il y a une petite cloche quelque part à activer, et ben, faites-le. Et puis bah, si vous avez été en Inde, si vous pensez y aller, ou même un pays un peu exotique, pourquoi pas, ou ça peut être juste même en France, il y a des choses exotiques aussi en France à découvrir, hein, faut pas croire. Mais si vous avez un rêve, que vous avez envie de réaliser, quelque chose qui vous tient à cœur, ben, moi je vous accueille en commentaire, franchement je vais répondre à tout le monde, donc ben, n'hésitez pas à être là. Voilà, à très bientôt les amis.